Bonjour, et on se retrouve sur Science et Geek pour poursuivre notre histoire de l'univers. La dernière fois, sous forme de PDF, nous avions évoqué le Big Bang. Alors on va poursuivre aujourd'hui cette histoire sous forme de vidéo. Donc je vous rappelle, le Big Bang, c'est une théorie scientifique, c'est-à-dire un modèle visant à expliquer ce que l'on observe de l'univers, de son expansion, de la formation et l'organisation de la matière qu'il contient. Si un jour une autre théorie devait mieux expliquer nos observations de l'univers, alors la théorie du Big Bang serait mise à la poubelle des théories et rejoindrait par exemple la dérive des continents qui, vous vous en souvenez, a été remplacée par la théorie de la tectonique des plaques comme modèle explicatif de l'évolution de la lithosphère. Donc une théorie, ça peut tout à fait être acceptée pendant un temps et rejetée ensuite. Alors pour illustrer le Big Bang, je suis bien embêté parce que, en termes d'illustration, c'est difficile à illustrer. On n'en a pas d'image, on peut imaginer des images, et souvent quand on veut imaginer quelque chose d'aussi étrange, atypique, on ne l'a jamais vu, on ne sait pas trop comment l'imaginer. Souvent on l'imagine faux. Souvent on entend les gens qui disent le Big Bang c'est une explosion. Alors une explosion, c'est une combustion rapide. Non, le Big Bang c'est pas une combustion rapide. On est en train de parler de la naissance de l'univers, là. C'est pas juste une explosion. Alors, je vais remplacer cette image par celle-ci, mais en réalité, c'est pas beaucoup mieux. C'est une image qui, elle aussi, a ses limites. Même si elle a le mérite d'éviter l'écueil de l'explosion. Donc, c'est vrai que quand on parle de phénomènes qui sont très loin de notre quotidien, on a parfois du mal à trouver les mots pour le faire correctement. Alors, le Big Bang, je ne sais pas si je l'ai dit en ces termes depuis le début de la vidéo, mais souvent on dit que c'est la naissance de l'univers. Là encore, c'est un abus de langage. Comment saurais-je si le Big Bang a donné naissance à l'univers entier, ou si le Big Bang, c'est un phénomène qui a donné naissance à ce qu'on voit de l'univers, mais que peut-être au-delà, il y a d'autres choses. On n'en sait rien. Donc, difficile de dire si ça a donné naissance à l'univers entier. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que le Big Bang est un événement qui a donné naissance à l'espace et à la matière que l'on peut voir aujourd'hui, quand on observe le ciel. Et c'est déjà pas mal. Alors cette théorie, d'où vient-elle ? On peut faire un petit point d'histoire des sciences. Cette théorie, elle est apparue dans les années 20. En 1927, Georges Lemaître, un physicien belge, propose un modèle d'univers en expansion, c'est-à-dire un univers qui grossit. Et l'astronome américain Edwin Hubble observe en 1929 que, effectivement, l'univers grossit. Alors Edwin Hubble, petite parenthèse, il a donné son nom au télescope spatial qui pendant de nombreuses années nous a livré les plus belles photos du ciel en fait. Donc c'est un nom qui normalement peut-être vous parle parce que il a été rendu célèbre au grand public par le télescope qui porte son nom. Alors les galaxies, un petit point sur les galaxies justement parce qu'on en reparle. Une galaxie, c'est un groupement de plusieurs dizaines voire centaines de milliards d'étoiles. Elles tournent ensemble autour du centre de la galaxie qui pourrait être comparé à une énorme toupie. C'est la structure de base dans l'univers, c'est-à-dire que la matière est regroupée en systèmes stellaires ou en nébuleuses ou en amas d'étoiles, et ces amas d'étoiles, ces nébuleuses, ces systèmes stellaires sont tous inclus quasiment à l'intérieur de galaxies. Et des galaxies, on estime qu'il y en a plus de 100 milliards dans l'univers. Et donc, Edwin Hubble a observé que les galaxies s'éloignent les unes des autres, s'éloignent toutes les unes des autres, comme les grains de raisin dans un gâteau qui gonflerait. Les grains de raisin, proches les uns des autres avant que la pâte gonfle, vont s'éloigner les uns des autres lorsque la pâte
va gonfler. C'est ainsi que l'idée d'un univers en expansion n'était plus seulement théorique, mais était appuyée par une observation. Et ça donne du poids à une théorie. Une théorie qui se confirme par des observations concrètes est une théorie qui devient de plus en plus robuste. Donc, en remontant le film, les astrophysiciens ont dit si les étoiles s'éloignent les unes des autres, c'est qu'au départ elles étaient. Si les galaxies, s'éloignent les unes des autres, c'est qu'au départ elles étaient plus proches les unes des autres, et encore plus proches, et que quelque part, à un moment, on a dû avoir un point d'origine où toute la matière était rassemblée au même endroit. Donc c'est en remontant le film à l'envers que la notion de Big Bang est apparue. Alors évidemment, ça ne s'est pas fait facilement. Le terme Big Bang, curieusement, qui est extrêmement célèbre, a été inventé par un détracteur de cette théorie, quelqu'un qui ne croyait pas au Big Bang et qui se moquait en 1949 à la radio de cette théorie scientifique qui postulait que l'univers était en train de grossir. Ça lui paraissait complètement farfelu, et effectivement, et on verra que c'est vrai en géologie, c'est vrai en biologie, en plus d'être vrai en astrophysique, il y a eu, à chaque fois que l'idée que les choses changeaient, que ce soit l'univers, que ce soit les espèces vivantes ou que ce soit les continents qui se déplacent, les gens qui proposaient ces idées ont été confrontés à une forte résistance. Une résistance qu'on appelle le fixisme, qui consiste dans l'idée de penser que le monde est fixe et ne change pas. Donc, le Big Bang a connu une résistance importante quand il a été proposé. Et tous les scientifiques qui ont proposé des théories transformistes, c'est-à-dire qui proposent que les choses ne sont pas stables et fixes mais qui évoluent, ont eu des soucis. Des soucis à imposer leur idée, évidemment. Donc, la théorie du Big Bang a eu du mal à imposer son idée. Alfred Wegener a eu du mal à imposer son idée de la dérive des continents, c'est-à-dire que les continents se déplacent les uns par rapport aux autres. Et on le verra un peu plus tard, Charles Darwin a eu beaucoup de difficultés à imposer l'idée que les espèces ne sont pas des entités, ne sont pas fixes, ne sont pas stables, qu'elles évoluent au fil du temps. Alors bref, on a fait une petite digression. Revenons à notre Big Bang. Donc dès cet événement d'origine, ce Big Bang, l'univers est entré dans une inimaginable expansion et à ce moment sa température, au moment où l'espace s'est formé, une fraction de seconde après le Big Bang, sa température était de plus de 10 millions de milliards de degrés. 10 puissance 32 degrés Kelvin. C'est une estimation, évidemment, on ne pouvait pas mettre un thermomètre là-bas dedans. En fait, c'est issu de calculs. Dans les minutes qui ont suivi, par association de protons et de neutrons, les noyaux d'hydrogène et d'hélium se sont formés, ainsi qu'un peu de lithium et de beryllium. Tout ça en quelques minutes, car en se dilatant, l'univers est devenu ensuite moins dense, plus froid, ce qui a empêché la production de noyaux atomiques plus lourds. On appelle cette fabrication de ces 4 noyaux d'atomes avec surtout de l'hydrogène et de l'hélium, ce qu'on appelle la nucléosynthèse primordiale. Vous prenez un atome d'hydrogène aujourd'hui, il est vraisemblable qu'il soit directement issu de la nucléosynthèse primordiale. Ça pète, non? Et les autres éléments chimiques alors? Ils sont apparus plus tard, et c'est ce dont nous allons parler maintenant. Donc pendant les millions d'années qui ont suivi, l'univers a poursuivi son expansion et la matière s'est organisée. Elle s'est organisée en galaxies. Je vous rappelle, une galaxie, donc un regroupement de plusieurs dizaines, voire centaines de milliards d'étoiles. Ici, vous voyez la galaxie d'Andromède, qui est visible dans la constellation d'Andromède.
Cette galaxie est la plus proche de la nôtre. Elle est à 2,55 millions d'années-lumière. Vous vous rappelez de l'année-lumière, on en a parlé, c'est une unité de longueur, c'est la distance parcourue par la lumière en un an. Sachant que la lumière fait 300 000 km par seconde, à peu près, dans le vide. Donc 2,55 millions d'années-lumière, c'est loin. Donc ça signifie que la lumière qu'on a captée avec l'appareil photo ici, elle a mis 2,55 millions d'années pour arriver jusqu'à l'appareil photo. L'image que vous avez ici, c'est une image du passé, puisque la lumière que l'on a captée, ça fait 2,55 millions d'années qu'elle était partie. Et ça, c'est important, parce que ça veut dire que quand on observe un objet lointain dans l'espace, on l'observe tel qu'il était dans le passé. Donc on peut observer le passé, directement en levant les yeux vers le ciel. Par exemple, si vous regardez la Lune, la Lune, vous la voyez telle qu'elle était il y a 1 seconde et 3 dixièmes. Parce que la lumière a pris 1 seconde et 3 dixièmes pour arriver jusqu'à votre œil. Alors évidemment, c'est pas très impressionnant, la Lune. Mais par exemple, les scientifiques ont détecté la galaxie la plus lointaine de l'univers, jusqu'à ce qu'on en découvre une qui sera encore plus lointaine. Donc elle s'appelle GNZ11. Elle est située à 13,4 milliards d'années-lumière. Donc déjà, c'est loin. Et surtout, c'est vieux. Parce que ça veut dire que la lumière qu'on capte de cette galaxie, elle est partie il y a 13,4 milliards d'années. C'est-à-dire 400 millions d'années après le Big Bang. Donc ça, c'est intéressant parce que ça nous montre que 400 millions d'années après le Big Bang, il y avait des galaxies, et à l'intérieur de ces galaxies, des étoiles. Comme aujourd'hui, en fait. Donc on pense que la matière, en quelques centaines de millions d'années, la matière de l'univers s'est organisée sous forme d'étoiles et de galaxies. Comme aujourd'hui. Et c'est à ces étoiles qu'on va s'intéresser maintenant, puisque on n'a pas résolu notre problème là, à savoir d'où viennent les autres éléments chimiques. On a parlé de l'hydrogène, de l'hélium, du lithium et du beryllium, et d'où viennent les autres? Et la réponse est dans les étoiles. Alors première question, j'ai envie de dire, avant d'en arriver à l'origine des éléments chimiques, qu'est-ce qu'une étoile? Le Soleil est une étoile la plus proche de nous. Donc une étoile, c'est un astre constitué essentiellement de gaz, de l'hydrogène et un peu d'hélium. Je vous rappelle, l'hydrogène et l'hélium, les deux gaz les plus abondants dans l'univers, donc c'est pas très surprenant. Et qui produit sa propre lumière. Ça, c'est important. Comment se forme une étoile? Alors, quand on observe l'univers, et qu'on a les moyens d'aller observer dans le détail des régions un petit peu particulières, on peut voir qu'il y a des endroits dans l'univers où des étoiles se forment. Ici, vous avez une nébuleuse, c'est-à-dire une espèce d'énorme nuage de gaz et de poussière spatiale, et tout un tas d'étoiles. Et bien, toutes les étoiles bleutées que vous voyez là sont des étoiles qui se sont formées et qui ont autour d'elles des poussières qui donnent cette teinte bleutée. Si vous regardez plus précisément à l'intérieur de la nébuleuse, on a des zones où il y a beaucoup d'étoiles qui correspondent à des creux de la nébuleuse. Les zones éclairées de la nébuleuse le sont par les étoiles. Et en fait, à l'intérieur de cette nébuleuse, vous avez des étoiles qui se sont formées à partir des gaz qui constituent cette nébuleuse. À chaque fois que vous avez une étoile, vous n'avez plus la nébuleuse à cet endroit-là. C'est parce qu'en fait, tous les gaz qu'il y avait à cet endroit-là se sont rassemblés sous l'effet de leur gravité, c'est-à-dire que tous les atomes de gaz, même s'ils sont extrêmement éparpillés, s'attirent un peu les uns les autres, et à un moment ou à un autre, ils vont finir par se regrouper. Ça va faire une masse de gaz énorme qui va grossir,
qui va attirer encore plus la matière autour d'elle, du fait de sa masse. La matière va donc s'accumuler sous forme d'une boule de gaz. Sous l'effet de sa propre masse, la matière va être comprimée. Vous savez que quand on comprime un gaz, il chauffe. C'est ce qui se passe avec une pompe à vélo. Quand vous comprimez le gaz dans votre pompe à vélo, vous avez la pompe à vélo qui chauffe. Vous avez déjà fait cette expérience peut-être. Et bien là, dans l'étoile, les gaz s'échauffent, se compriment, et la température à l'intérieur de l'étoile va monter. Si elle atteint 1 million de degrés, alors l'étoile s'allume, c'est-à-dire qu'elle se met à briller, parce qu'il va se passer à l'intérieur de cette étoile ce qu'on appelle la fusion nucléaire. La fusion nucléaire, c'est lorsque des noyaux atomiques fusionnent, c'est-à-dire s'unissent, se collent l'un à l'autre, et en l'occurrence dans les étoiles comme le Soleil, ce sont des noyaux d'hydrogène qui vont fusionner et donner naissance à un noyau d'hélium, et cette fusion libère beaucoup d'énergie que l'on va voir notamment par ce rayonnement lumineux propre à une étoile. Donc vous avez là un exemple. Deux noyaux d'hydrogène fusionnent, donnent un noyau d'H2, donc deutérium, qui fusionne avec, par exemple ici, un autre atome d'hydrogène. Ça va donner de l'hélium 3, 2 protons, 1 neutron. Deux atomes de noyaux d'hélium 3 vont s'unir et donner naissance à un noyau d'hélium 4, libérant aussi donc des protons. Donc c'est des réactions, on pourrait dire du bricolage de noyaux, de protons, de neutrons, et ça va créer ça va créer des noyaux ici d'hélium 3, d'hélium 4, et ça va libérer de l'énergie. Il y a des particules qui sont émises en plus, mais ça on ne va pas trop s'y intéresser. Et ce qui est intéressant, c'est que là c'est de la recombinaison de particules nucléaires, des protons et des neutrons. On ne parle pas d'électrons, parce qu'en fait dans une étoile c'est tellement chaud que les électrons sont séparés des noyaux. Vous avez appris que dans un atome, s'il y a 3 protons, il y a 3 électrons. Ça c'est vrai quand la matière est dans un état de faible température comme sur Terre, de faible excitation, mais dès qu'elle est mise dans des températures colossales comme dans une étoile, les électrons sont arrachés au noyau, et puis en fait votre étoile c'est une bouillie de noyaux et d'électrons qui se baladent dans tous les sens, et puis comme de toute façon il est fait des milliers, dizaines de milliers, centaines de milliers, voire même des millions de degrés à l'intérieur, les électrons se baladent librement et sont arrachés à leur noyau. Alors si on parle du Soleil en particulier, parce qu'il faut quand même avancer un petit peu, eh bien vous avez le Soleil, donc, qui s'est formé il y a 4,6 milliards d'années. Actuellement, il est donc à peu près à la moitié de sa vie. Et lorsqu'il aura fini de brûler, vous voyez, l'erreur de langage, de brûler son hydrogène, il ne le brûle pas en fait, de fusionner son hydrogène en hélium, il faudrait dire ça serait plus correct, même si en quelque sorte l'hydrogène c'est un petit peu le carburant de l'étoile. L'étoile va s'arrêter de brûler son carburant à un moment ou à un autre. Donc c'est une image qui permet de comprendre, mais c'est vrai qu'il faudrait plutôt dire donc l'hydrogène fusionne en hélium, et le jour où le Soleil aura fini de fusionner son hydrogène en hélium, il va se mettre à gonfler, ça va le réchauffer en son cœur, il va pouvoir à ce moment-là fusionner les atomes d'hélium les noyaux d'hélium en noyaux de carbone. Mais le problème c'est que comme c'est une petite étoile, parce que le Soleil fait partie de la famille de ce qu'on appelle les naines jaunes, donc c'est pas des grosses étoiles, c'est des toutes petites étoiles. Même quand elle va gonfler, ça serait une géante rouge, mais ça reste une toute petite étoile par rapport à ce qu'on peut trouver dans l'univers, croyez-moi. Et comme c'est une petite étoile, elle ne pourra pas unir des noyaux de carbone pour former des éléments plus lourds. Et donc, à ce moment-là, elle va arriver en rupture de carburant, et donc le cœur de l'étoile va s'effondrer et formera une naine blanche, et toutes les parties superficielles, l'extérieur de l'étoile sera
soufflé et éjecté dans l'espace autour de l'étoile. Et ça formera ce qu'on appelle une nébuleuse planétaire. Alors voilà par exemple une nébuleuse planétaire, c'est la nébuleuse de l'Esquimau. Donc vous avez au centre une naine blanche et tout autour la matière qui a été éjectée par l'étoile en fin de vie. D'accord, c'est pas proprement parler une explosion, on n'est pas sur ce qu'on va appeler une supernova. C'est simplement que à un moment l'étoile a cessé de faire la fusion nucléaire parce qu'elle n'avait plus la matière pour. La matière qui était à l'extérieur de l'étoile a été soufflée et l'étoile s'est comprimée ici dans ce qu'on appelle une naine blanche. On appelle ça une nébuleuse planétaire, mais en fait ça n'a rien à voir avec les planètes, c'est juste qu'on pensait au début, quand on a observé ces nébuleuses, que peut-être c'est dans ces nébuleuses-là qu'on avait des systèmes solaires qui se formaient avec des planètes, mais en fait non. Ça n'a absolument rien à voir. Alors ça c'est ce qui se passe dans le cas du Soleil, mais si une étoile est plus grosse que le Soleil, et ça arrive souvent, donc par exemple ici un exemple, une géante bleue se forme, elle brûle son carburant, elle va progressivement grossir, devenir une supergéante rouge, et quand elle arrivera en fin de vie et qu'elle aura fusionné tous ces éléments légers ça veut dire jusqu'au fer, elle va s'effondrer sur elle-même et exploser. Il restera dans la zone centrale soit un trou noir si c'est vraiment une étoile très massive, soit une étoile à neutrons si c'est une étoile un peu moins massive. Et autour de l'étoile, et c'est ça qui va nous intéresser, va être éjectée la matière issue de cette explosion. Là vous avez ce qu'on appelle, alors ça ressemble un petit peu à la précédente, hein. On a l'impression que c'est un peu le même genre de structure. Ça c'est ce qu'on appelle un rémanent de supernova, c'est-à-dire que c'est bien une masse de matière qui a été éjectée par une étoile qui a explosé. Et la composition chimique de cette matière éjectée là n'est pas la même qu'ici. Parce qu'ici c'est une petite étoile qui a éjecté sa matière et donc on va avoir des éléments chimiques plutôt légers. Ici, comme c'est une supernova qui a explosé, on va avoir des éléments chimiques plus lourds. Ça va justement nous amener à notre question des éléments chimiques. Voilà un autre rémanent, donc même chose, une espèce de nébuleuse qui est constituée de matière qui a été éjectée par l'explosion d'une supernova. Donc ça c'est la nébuleuse du crabe. Et donc on va pouvoir reprendre notre tableau périodique là. Autant les 4 premiers éléments chimiques les plus légers ont été produits lors de la nucléosynthèse primordiale, autant les autres sont produits. Je dis sont parce qu'ils l'ont été depuis que les étoiles existent, mais ils le sont encore aujourd'hui, puisque vous avez notre radiateur là, le Soleil, qui chaque jour, chaque seconde brûle des centaines de millions de tonnes d'hydrogène, j'ai encore dit brûle, hein, ça craint, fusionne des centaines de millions de tonnes d'hydrogène en hélium. Donc actuellement là, dans l'univers encore, on a des noyaux qui sont fusionnés et qui donnent naissance à d'autres noyaux atomiques en permanence. Donc c'est un phénomène qui se déroule au présent, alors que la nucléosynthèse primordiale est finie depuis longtemps. Donc des noyaux lourds sont produits. Alors là je vous les affiche tous. En réalité c'est pas si simple. Il y a par exemple dans le Soleil, on ne fabriquera pas vraiment d'atomes plus lourds que le carbone. Et il faudra aller dans les étoiles les plus grosses pour produire les éléments les plus lourds. Sachant que tous les éléments au-delà du fer sont souvent fabriqués, sont fabriqués plutôt au moment de l'explosion de la supernova, un moment particulier où les conditions sont tellement apocalyptiques en termes de température qu'on peut observer la production d'éléments chimiques plus lourds. Alors du coup, maintenant, on peut un peu mieux comprendre ce graphique qui nous montre donc l'abondance sur une échelle logarithmique ici. Hein. Donc il faut bien se dire que les chiffres qu'on voit ici, en fait, c'est les puissances de 10. Il faudrait rajouter donc 10 puissance 0, 10 puissance 1, 10 puissance 2, 10 puissance 3 pour bien se représenter ce que ça veut dire. Hein. Donc l'abondance des éléments chimiques dans l'univers, on voit que hydrogène, hélium extrêmement abondant par rapport à cette nucléosynthèse primordiale dont on a parlé. Le lithium et le beryllium, il n'y en a pas beaucoup,
et le peu qu'il y a, c'est surtout formé pendant la nucléosynthèse primordiale, parce que les étoiles ne fabriquent pas en fait de lithium et de beryllium, pas vraiment. Les étoiles fabriquent surtout à partir du carbone, comme le Soleil. Un Soleil qui finit une étoile de la taille du Soleil qui finit sa vie et qui a fini de fusionner tout son hélium et tout son hydrogène, en fait, produit essentiellement du carbone. Donc on voit les éléments chimiques à partir du carbone. En gros, plus l'élément chimique est lourd, moins il y en a. Ça c'est intéressant parce que ça nous permet un petit peu de comprendre cette courbe, le fait de savoir comment il se forme. Donc si vous n'avez pas beaucoup d'éléments très lourds, c'est parce que pour avoir des éléments très lourds, il faut avoir des conditions très particulières, des étoiles très particulières pour les former, et ces étoiles, s'il n'y en a pas beaucoup, on n'aura pas beaucoup de ces éléments. Donc c'est quelque part, ce qu'on voit là, c'est l'abondance des phénomènes qui vont leur donner naissance aussi. Et ça, vous allez me dire, il est bien gentil avec tout ça, mais quoi le rapport avec nous? Le rapport avec nous, c'est ça. C'est que notre système solaire, il n'est pas juste constitué de l'hydrogène et de l'hélium primordial. Il est constitué, pour le cas de la Terre, on l'a dit, du fer, du silicium, de l'oxygène, du magnésium, du nickel. Donc, c'est vrai pour toutes les planètes rocheuses. C'est-à-dire que la matière qui constitue notamment les planètes de notre système solaire sont issues de la nucléosynthèse stellaire. Ce qui veut dire que notre système solaire, là, il n'aurait pas pu se former juste après la naissance de l'univers. Pour se former, tel qu'il est aujourd'hui, il a eu besoin de tous ces éléments lourds qui sont issus de la fusion nucléaire d'étoiles qui ont existé avant le Soleil. Et ça, c'est ouf. Non, vous trouvez pas que c'est ouf. Les éléments qu'on utilise aussi aujourd'hui, par exemple, dans nos centrales nucléaires, comme l'uranium, ceux-là, c'est des éléments qui sont issus de phénomènes cataclysmiques de supernovas qui ont dû avoir lieu pas bien loin de l'endroit où se trouvait la nébuleuse qui donnerait naissance ensuite à notre système solaire, mais qui, à cette époque, n'existait pas encore. Ce qui faisait dire à Carl Sagan, un scientifique assez connu, américain, que l'azote dans notre ADN, le calcium de nos dents, le fer dans le sang, le carbone de nos tartes aux pommes, ont été faits à l'intérieur d'étoiles qui se sont effondrées, et de conclure poétiquement que nous sommes faits de poussière d'étoiles. Alors c'est beau ou c'est pas beau ça? Allez, à bientôt.